L'odeur de pain brûlé m'a frappée dès que j'ai franchi le seuil de la maison de ma grand-mère. Cette odeur que j'associais toujours aux hivers à Santa Fe, au chocolat chaud et aux tortillas fraîchement faites, ne me rappelait plus maintenant qu'elle n'était plus là pour allumer la cheminée. Mes doigts ont tremblé en fermant la lourde porte en bois sculptée derrière moi. Et pendant un moment, je suis restée paralysée sur le seuil, regardant les murs d'adobé ocre qui gardèrent des décennies de secrets que je ne connaissais pas encore. Il s'était écoulé 3 ans depuis ma dernière visite. 3 ans à éviter de revenir, en cet endroit où j'avais grandi et dont j'avais fui si désespérément à 18 ans. Maintenant, à 28 ans, avec un doctorat à moitié terminé à Berkeley et une vie soigneusement construite loin d'ici, je me sentais comme une étrangère dans la maison où j'avais passé tous mes étés d'enfance. Maman m'avait appelé une semaine plus tôt. Ta grand-mère est morte, Sophia. Crise cardiaque. C'était rapide. Sa voix était froide, accusatrice, comme si d'une certaine manière mon absence avait causé la mort de la grand-mère, Evangelina. Peut-être avait-elle raison. Peut-être si j'étais venue plus souvent, si je n'avais pas été si occupée par mes recherches sur l'art colonial, par ma vie queer à San Francisco, par tout ce qui me tenait éloignée de Santa Fe et de ses attentes étouffantes. J'ai laissé tomber ma valise près de la porte et j'ai marché lentement vers le salon. Tout était exactement comme dans mes souvenirs. Les niches dans les murs d'adobe avec leurs seins coloniaux, la collection de céramique Pueblo de ma grand-mère dans l'étagère ancienne, les poutres sombres du plafond, les textiles Navajo suspendus comme des tapisseries. Mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose que j'ai mis un moment à identifier. Des fleurs fraîches, des bouquets de lavande et de tournesol sauvages dans chaque pièce, clairement coupés récemment. Je me suis dit que tu voudrais que la maison paraisse vivante à ton arrivée. Je me suis retournée brusquement. Lina se tenait sur le seuil de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon de cuisine brodé. Catalina Romero, la meilleure amie de ma grand-mère, la femme qui avait toujours été présente à tous mes anniversaires, toutes les célébrations, tous les moments importants de mon enfance, et pourtant elle restait une figure énigmatique, en marge de mes souvenirs. À ses 68 ans, Lina possédait une beauté érodée par le temps qui était plus touchante que n'importe quelle jeunesse. Ses cheveux complètement argentés brillaient, sous la lumière entrant par les fenêtres, coupés en un bob simple qui encadrait un visage aux pommettes hautes et aux yeux verts hazel qui semblaient plaivoir directement à travers toutes mes défenses. Elle était vêtue comme toujours, pantalon en coton beige, chemise à boutons bleu clair et ses mains grandes et fortes, tachées en permanence par l'argile de son travail de céramiste, qui maintenant tordait le torchon avec une nervosité que je n'avais jamais vue chez elle. Lina. Ma voix est sortie brisée. Soudain, toute la composure que j'avais maintenue pendant le vol depuis la Californie, pendant le trajet en voiture depuis Albuquerque, s'est effondrée. Les larmes ont jailli chaudes et rapides, et avant que je puisse m'arrêter, je sanglotais comme une enfant. Elle a franchi la distance entre nous en 3 enjambées, et m'a enveloppée dans ses bras. Elle sentait l'argile humide et la lavande, exactement comme toujours. Son étreinte était ferme, forte, et je me suis accrochée à elle, comme si c'était la seule chose solide dans un monde devenu liquide et instable. « Je sais, Midja, a-t-elle murmuré contre mes cheveux. « Je sais. » Nous sommes restés ainsi, ce qui a semblé des heures, mais n'était probablement que des minutes. Quand enfin je me suis séparée, m'essuyant maladroitement les larmes avec le dos de la main, je me suis rendu compte que Lina avait aussi pleuré. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues burinées, et il y avait quelque chose dans son expression, une dévastation si profonde, qui m'a fait me demander si je comprenais vraiment la relation qu'elle avait eue avec ma grand-mère. « J'ai fait du café, » a-t-elle dit enfin, sa voix rauque, « et il y a des biscuits. Je sais que tu n'as rien mangé de la journée. » Elle avait raison, comme toujours. Elle m'a guidée vers la cuisine, où effectivement il y avait une cafetière en émail bleu sur le poêle à gaz et un plat couvert des biscuits que ma grand-mère avait l'habitude de faire, ces galettes à l'anis qui fondaient en bouche. Je me suis assise sur l'une des chaises en bois à la table de la cuisine, la même où j'avais fait mes devoirs enfants, où j'avais eu des conversations chuchotées avec ma grand-mère sur mon premier amour, une fille, ce que ma grand-mère avait accueilli par un silence pensif plutôt que par le rejet que j'attendais. Lina a servi le café dans des tasses en céramique que j'ai reconnues comme étant son propre travail, des pièces magnifiques avec des émaux en ton terre et des formes organiques qui m'avaient toujours semblé vaguement sensuelles, bien que je n'ai jamais su exactement pourquoi. Elle m'en a passé une et s'est assise en face de moi, ses mains enveloppant sa propre tasse comme si elle avait besoin de la chaleur, malgré le soleil d'octobre entrant par la fenêtre. « Ta mère veut que tu nettoies la maison rapidement, » a dit Lina après un long silence. Elle dit qu'elle a des acheteurs intéressés. L'amertume dans sa voix m'a surprise.
Lina avait toujours été la femme sereine, la présence calme qui équilibrisait le tempérament plus dramatique de ma grand-mère. Maintenant, il y avait quelque chose d'aiguisé. Dans son ton, quelque chose qui parlait de douleur et de rage contenue. Maman a toujours été pratique, ai-je répondu, sans pouvoir cacher mon propre ressentiment. Ma mère n'avait jamais compris pourquoi sa mère, ma grand-mère, avait gardé cette grande maison bien après la mort de mon grand-père, bien après que cela ait eu un sens pratique. Je suppose que pour elle, ce n'est qu'une propriété. Pour ta grand-mère, c'était beaucoup plus que ça. Lina m'a regardé directement, et il y avait quelque chose dans ses yeux, verts à zèle, une intensité qui m'a fait me sentir exposée. Cette maison gardait sa vie réelle, Sophia, la vie qu'elle n'a jamais pu vivre ouvertement. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire à ce moment-là, mais ces mots sont restés avec moi, suspendus dans l'air chargé de la cuisine, comme la fumée du pain. Nous avons passé le reste de l'après-midi dans un silence relativement confortable, buvant du café, grignotant des biscuits, qui avaient le goût de souvenirs. Lina m'a raconté l'enterrement que j'avais manqué, comment toute la communauté était venue rendre hommage, comment le père Miguel avait donné une homélie magnifique. Elle n'a pas mentionné que je n'y étais pas, mais l'absence de cette accusation faisait plus mal que si elle l'avait verbalisée. Quand le soleil a commencé à se coucher, teintant les murs d'adobe de rose et d'or, Lina s'est levée pour partir. Je viendrai demain pour t'aider à commencer avec les affaires, a-t-elle dit, mais elle a hésité à la porte. Elle s'est retournée vers moi, et pendant un moment, on aurait dit qu'elle allait dire quelque chose d'important, quelque chose qui changerait tout. Mais finalement, elle a seulement ajouté « Ta grand-mère t'aimait beaucoup, Sophia. Je veux que tu le saches. Malgré tout, malgré la distance, elle t'a toujours aimé. » « Je sais, ai-je murmuré, bien que je ne sois pas sûre d'y croire vraiment. Après son départ, j'ai erré dans la maison comme un fantôme. Chaque pièce était saturée de la présence de ma grand-mère, son fauteuil de lecture préféré près de la fenêtre, sa collection de livres sur l'art sacré colonial, ses rebozo suspendus au porte-manteau. Dans sa chambre, le lit était fait avec une précision militaire, la courte pointe patchwork qu'elle avait cousue elle-même étendue sans une seule ride. Son parfum flottait encore dans l'air. Cette odeur de gardénia est quelque chose de plus profond, de plus terreux. J'ai ouvert son armoire et je me suis retrouvée submergée par la vague de familiarité. Ses robes simples, ses rebozo en laine, ses chaussures pratiques alignées au sol. J'ai passé les doigts sur les tissus, comme si je pouvais absorber quelque chose d'elle, par le toucher. C'est alors que j'ai remarqué la petite porte à l'arrière de l'armoire, à moitié cachée par les robes suspendues. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je n'avais jamais vu cette porte auparavant, bien que j'ai joué dans cette armoire enfant, me cachant pendant des parties de cache-cache. J'ai écarté les robes et trouvé une poignée simple en fer forgé. Quand je l'ai tournée, la porte s'est ouverte avec un craquement qui a résonné de manière assourdissante dans le silence de la maison. Derrière, il y avait un escalier étroit qui montait vers ce que j'assumais être le grenier. J'ai sorti mon téléphone et allumé la lampe torche, illuminant des marches en bois couvertes de poussière. Chaque pas craquait sous mes pieds pendant que je montais, l'air devenant plus chaud et épais à chaque mètre. Le grenier était plus grand que je ne l'imaginais, s'étendant sur presque toute la longueur de la maison. Des poutres exposées s'arquaient au-dessus de ma tête et la lumière de mon téléphone révélait des piles de boîtes, des meubles anciens couverts de draps blancs, des valises vintage empilées contre les murs. La poussière flottait dans l'air, visible dans le faisceau de lumière, et l'odeur était celle de bois vieux, de papier jauni et de quelque chose d'autre, quelque chose que je n'ai pas pu identifier immédiatement. Je marchais lentement parmi les trésors accumulés de générations, ma lampe balayant de droite à gauche, des photos encadrées de parents disparus depuis longtemps, des robes de mariée jaunies dans des boîtes de cèdre, des jouets anciens de ma mère et de mes oncles. Et puis, dans le coin le plus éloigné, presque caché derrière une pile de courtes pointes anciennes, je l'ai vu. Un coffre en cèdre, plus petit que les autres, avec des ferrures en laiton oxydé et un vieux cadenas ouvert pendant sur le fermoir. Quelque chose dans ce coffre, la façon dont il était délibérément à l'écart du reste, la façon dont même dans cet espace oublié, il semblait vouloir se cacher, m'a appelé. Je me suis agenouillée devant lui, mes genoux protestant contre le sol en bois dur. Mes mains tremblaient quand j'ai atteint le cadenas et l'ai retiré, quand j'ai soulevé le couvercle lourd qui a résisté un moment, avant de céder. L'odeur qui s'en est échappée m'a frappé comme un coup de poing. Papier vieux, encre fanée, parfum de gardénia et quelque chose d'autre, quelque chose d'incontestablement intime. Et ce que j'ai vu à l'intérieur changerait tout ce que je pensais savoir sur ma grand-mère, sur Lina, sur l'amour et le sacrifice et les vies secrètes que les femmes sont forcées de vivre. Des lettres, des centaines de lettres, attachées avec des rubans décolorés, écrites en espagnol fleuri d'une autre époque.
des photos Polaroid fanées montrant deux jeunes femmes, l'une que j'ai reconnue comme ma grand-mère à 20 ans, belle et rayonnante d'une manière que je n'avais jamais vue sur les photos familiales officielles. Et l'autre, ma respiration s'est arrêtée. L'autre était Lina, des décennies plus jeune, mais indiscutable, avec ces mêmes yeux verts Hazel qui m'avaient regardé dans la cuisine avec tant d'intensité. Mais ce n'étaient pas des photos d'amis. Sur l'une, elles s'embrassaient, sous un arbre de peupliers, leurs corps pressés, si étroitement qu'il était impossible de voir où l'une finissait et l'autre commençait. Sur une autre, elles dormaient, enlacées dans une couverture, la tête de ma grand-mère sur la poitrine de Lina, leurs mains entrelacées même dans le sommeil. Il y en avait des dizaines d'autres, chacune plus intime que la précédente, documentant un amour qui avait clairement été profond, passionné et absolument secret. Avec des mains tremblantes, j'en ai pris une et dénoué le ruban. L'écriture était celle de ma grand-mère, je la reconnaîtrais partout, cette calligraphie élégante et ancienne que j'avais vue sur des cartes d'anniversaire et des notes de cuisine. Mais les mots, mon amour, ma vie, mon tout, commençait-elle. Chaque jour sans toi est une petite mort. Je me réveille, cherchant ton corps contre le mien, et je ne trouve que le froid vide de ce mariage qui est ma prison. J'ai continué à lire, les larmes coulant sur mes joues, tandis que ma grand-mère décrivait en détail dévastateur son amour pour Lina, son désir physique pour elle, son agonie de devoir prétendre être l'épouse parfaite, alors que son cœur appartenait complètement à une autre femme. Les lettres couvraient des décennies, des années 70 jusqu'à l'année dernière à peine, une correspondance continue d'amour interdit, maintenue secret pendant plus de 50 ans. J'ai trouvé des journaux, où ma grand-mère documentait des rencontres volées, des mensonges élaborés pour pouvoir passer du temps avec Lina, la culpabilité écrasante mêlée à une joie si intense qu'elle jaillissait des pages. J'ai trouvé une robe de mariée jamais portée, tissu délicat jauni par le temps, enveloppé dans du papier de soie. Une note épinglée disait simplement « La robe que je n'ai jamais pu porter pour me marier avec toi ». Et puis au fond du coffre, j'ai trouvé quelque chose qui m'a brisé complètement. Une photo récente, prise peut-être un an plus tôt, de ma grand-mère et Lina dans cette même maison. Elles étaient vieilles, maintenant. Le temps avait laissé ses marques, mais la façon dont elles se regardaient était la même que sur les photos de 50 ans auparavant. Amour pur, inébranlable, éternel. Au verso de la photo, avec l'écriture tremblante de l'âge, ma grand-mère avait écrit « 55 ans à t'aimer, Catalina. Si je pouvais revivre, je choisirais chaque moment de douleur, rien que pour t'avoir comme je t'ai eu. À toi toujours, Evangelina. » Je me suis assise sur le sol poussiéreux du grenier, entourée de preuves d'un amour qui n'aurait jamais dû être tenu secret, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour ma grand-mère et pour Lina, pour toutes les vies qu'elles auraient pu vivre si le monde avait été différent. J'ai pleuré pour moi-même, pour avoir été si aveugle, pour ne pas avoir vu que la mélancolie que je percevais toujours chez ma grand-mère n'était pas simplement la tristesse d'une femme âgée, mais le poids de décennies à garder l'amour le plus important de sa vie dans un coffre au grenier. Et pendant que je pleurais, une partie de mon esprit travaillait déjà, l'instinct d'historienne prenant le contrôle même au milieu de la douleur. C'était exactement le type d'histoire que mon exposition au musée avait besoin de raconter. Art et identité queer dans le sud-ouest historique, l'avais-je titré, et j'avais fait face à une résistance féroce de membres conservateurs de la communauté qui insistaient sur le fait que ces choses n'avaient jamais existé ici, que c'était moi qui apportais des idées de Californie, corrompant l'histoire pure du Nouveau-Mexique. Mais voici la preuve. Amour lesbien réel, documenté sur 5 décennies, au cœur de cette communauté qui insistait pour le nier. L'ironie ne m'a pas échappé. Ma propre grand-mère, la femme catholique dévouée, qui allait à la messe tous les dimanches, respectée par toute la communauté, avait vécu exactement l'histoire que j'essayais de raconter. Mais même tandis que mon esprit cataloguait la signification historique, une partie plus profonde de moi se rebellait. Avais-je le droit d'exposer cela, de prendre le secret le mieux gardé de ma grand-mère et d'en faire une exposition publique? Elle avait passé toute sa vie à protéger cette vérité, et maintenant j'envisageais de la révéler au monde. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant en bas m'a fait sursauter. Des pas familiers montèrent les escaliers. Sophia, la voix de Lina flottait depuis le bas, teintée d'inquiétude. J'ai vu que les lumières étaient allumées. Ça va? Je suis restée figée, entourée des preuves de leur amour secret, ne sachant que dire, comment la confronter, comment même commencer à traiter ce que j'avais découvert. Les pas se rapprochaient, montant vers le grenier, et j'ai su qu'en quelques secondes, Lina verrait ce que j'avais trouvé, et rien ne serait plus jamais pareil entre nous. Avant de continuer, si vous avez aimé le début de cette histoire, s'il vous plaît, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parties. Dites-nous aussi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez, et quand vous aurez écouté toute l'histoire, notez-la de 0 à 10 et dites-nous ce que vous avez le plus aimé.
Votre soutien signifie tout pour nous et nous aide à continuer à créer ces histoires pour vous. La tête de Lina est apparue à l'ouverture du grenier, ses cheveux argentés captant la lumière faible de mon téléphone. Pendant un moment, nous sommes restés figés dans le temps, moi agenouillée au sol entourée des reliques de leur amour secret. Elle a mi-chemin de l'escalier, son expression passant lentement de l'inquiétude à la compréhension, puis à quelque chose que je ne peux décrire que comme une terreur pure. Non, a-t-elle murmuré, le mot s'échappant de ses lèvres comme une prière désespérée. S'il vous plaît, mon Dieu, non. Elle est restée paralysée, s'accrochant au chambranle comme si ses jambes pouvaient céder à tout moment. Dans la lumière faible, j'ai vu tout le sang se retirer de son visage, le laissant cendreux. Ses yeux verts à zèle, normalement si contrôlés, reflétaient maintenant une panique qui m'a transpercé la poitrine. Lina, ai-je commencé, mais ma voix s'est brisée. Je ne savais pas quoi dire. Comment commencer une conversation sur quelque chose comme ça? Elle a fini de monter l'escalier avec des mouvements mécaniques, comme si son corps fonctionnait en pilote automatique tandis que son esprit s'effondrait. Elle s'est approchée lentement, ses yeux fixés sur le coffre ouvert, sur les lettres éparpillées autour de moi, sur les photos que j'avais laissées sur mes genoux. Quand elle a vu la photo d'elle et de ma grand-mère s'embrassant sous le peuplier, elle a émis un petit son brisé, comme un animal blessé. « Combien as-tu vu ?» Sa voix était à peine audible, étranglée par des décennies de secrets, enfin exposés à la lumière. Tout. Il n'y avait pas de sens à mentir. Les lettres, les photos, les journaux. Tout, Lina. Elle s'est laissée tomber au sol devant moi, sans se soucier que ses pantalons se couvrent de poussière, sans se soucier de rien d'autre que ce moment dévastateur. Pendant de longues secondes, elle n'a rien dit, regardant simplement les preuves de sa vie secrète éparpillées entre nous, comme des fragments d'un miroir brisé. Elle m'a fait promettre, a-t-elle dit enfin d'une voix rauque et entrecoupée, que je brûlerais tout ça quand elle mourrait, que je ne laisserai aucune preuve, que je protégerai sa réputation, sa mémoire, sa place dans cette communauté. Une larme a roulé sur sa joue burinée. Je suis venue ce soir pour faire exactement ça, pour détruire 55 ans d'amour avant que quelqu'un puisse le trouver. La confession m'a frappée comme une gifle. J'avais été si proche de perdre tout ça, de ne jamais connaître la vérité sur ma grand-mère. L'idée m'a rendue physiquement malade. Pourquoi, ai-je exigé, ma voix plus dure que je ne le voulais? Pourquoi détruire quelque chose d'aussi beau? Lina m'a regardée alors, vraiment regardée, et il y avait tant de tristesse dans ses yeux que j'ai dû détourner le regard. Parce qu'elle a vécu toute sa vie dans la peur, Sophia. Peur qu'on la découvre, qu'on la juge, que la famille la renie. Peur de ce que ça signifierait pour ta mère, pour toi, pour tous ceux qu'elle aimait. Elle s'est essuyée les larmes avec le dos de la main, laissant des traces d'argile sur ses joues. Et parce que j'ai eu peur aussi, toute ma vie peur. Peur de mon père quand j'étais jeune, peur de mon mari, même quand je savais qu'il ne me ferait jamais de mal, peur de Dieu, peur de cette communauté, peur de moi-même. Elle a pris une des lettres avec des mains tremblantes, caressant la calligraphie de ma grand-mère comme si elle pouvait absorber quelque chose d'elle, à travers le papier jauni. Nous avions 16 et 18 ans quand nous sommes tombées amoureuses, a-t-elle commencé, sa voix prenant un ton distant, comme si elle racontait l'histoire d'une autre. C'était 1965. Ta grand-mère était la chose la plus belle que j'ai jamais vue. Intelligente, passionnée, si vivante. Elle m'a appris à lire de la poésie, à voir l'art dans les choses quotidiennes, à rêver d'autre chose que le destin que nos familles nous avaient prévu. Sa voix s'est adoucie, les souvenirs clairement si vifs après tant d'années. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque. Je cherchais des livres sur les techniques de céramique, essayant de m'apprendre moi-même parce que mon père pensait que l'art était une perte de temps pour une femme. Evangelina y travaillait les samedis, rangeant des livres. Elle m'a aidé à trouver ce que je cherchais, et puis nous avons simplement continué à parler. Des heures, surtout, et rien. Je pouvais l'imaginer, ma grand-mère jeune et rayonnante, Lina pleine de rêves et de talents artistiques, toutes deux affamées de connexion dans un monde qui leur offrait si peu d'espace pour exister pleinement. « Quand avez-vous su que c'était plus qu'une amitié ?» ai-je demandé doucement. Un sourire fantomatique a traversé le visage de Lina, triste mais sincère. Je crois que nous l'avons toujours su, mais la première fois que nous nous sommes embrassés, c'était 1 an après nous être rencontrés. Nous étions partis camper à Bandelier avec un groupe de l'église, et nous nous sommes échappés la nuit. Il y avait la pleine lune, et elle était... Dieu, elle était si belle sous cette lumière. C'est elle qui m'a embrassé en premier. Elle s'est juste penchée et m'a embrassé, et c'était comme si tout dans le monde avait enfin un sens. La douleur dans sa voix était palpable, fraîche comme si c'était arrivé hier, au lieu d'il y a plus de 5 décennies. Nous avons passé 2 ans à planifier de nous enfuir ensemble. Nous allions aller à San Francisco pendant l'été de l'amour, en 1967. Nous avions de l'argent de côté, des contacts de gens que nous connaissions qui y étaient déjà allés.
Nous allions être libres, vivre ensemble, ouvertement, être qui nous étions vraiment. Elle s'est arrêtée et sa voix s'est durcie. Et puis mon père a trouvé une de mes lettres pour elle. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Je pouvais imaginer l'horreur, la violence, les menaces. J'avais lu assez d'histoires queer pour savoir ce qui arrivait aux femmes, comme elle, à cette époque et en cet endroit. Il m'a frappé si fort qu'il m'a cassé 2 côtes, a dit Lina d'une voix plate, comme si elle récitait des faits sur la météo. Il a dit qu'il allait tuer Evangelina, qu'il allait dire à tout le monde ce que nous étions, qu'il nous ferait interner dans un hôpital psychiatrique où on nous guérirait. En 1967, il pouvait le faire. Il avait le pouvoir, les connexions, l'autorité en tant qu'homme. Mes mains se sont serrées en poing. Rage pour ma grand-mère, pour Lina, pour toutes les femmes forcées de nier qui elles étaient, sous menace de violence. Il m'a mariée à Thomas Vargas 3 semaines après. Thomas avait 48 ans, j'en avais 20. Il était riche, respecté, ami de mon père, un bon parti, disaient-ils tous. Ils ne m'ont jamais demandé si je voulais l'épouser. Sa voix a tremblé. Evangelina est venue au mariage. J'ai dû la voir assise parmi les fidèles pendant que je promettais d'attacher ma vie à un homme que je connaissais à peine. Et 6 mois plus tard, j'ai dû assister à son mariage quand elle s'est mariée avec ton grand-père. Pourquoi s'est-elle mariée? La question est sortie avant que je puisse l'arrêter. Si tu as été forcée, elle aurait pu... Aurait pu quoi? Lina m'a coupé, sa voix soudain furieuse. Rester célibataire et être l'objet de soupçons constants, vivre sous l'examen d'une communauté qui considérait les femmes célibataires comme des échecs ou des perversions. De plus, j'étais déjà mariée, perdue pour elle. Quel sens avait-il qu'elle souffre seule aussi? Elle avait raison, bien sûr. Je jugeais avec la perspective de 2025, pas de 1967 dans le Nouveau-Mexique rural. Je suis désolée, ai-je murmuré. Tu as raison. Lina a soupiré, la rage s'écoulant aussi vite qu'elle était venue. Non, c'est moi qui suis désolée. Ce n'est pas ta faute de ne pas comprendre comment c'était. Comment c'est encore pour certaines d'entre nous. Elle a pris une autre photo, celle d'elle et de ma grand-mère des décennies plus tard, probablement dans les années 90, à en juger par les vêtements. Elles avaient un l'air heureuses sur l'image, souriant à l'appareil avec les bras autour de la taille, l'une de l'autre. Nous n'avons jamais cessé de nous aimer, a dit Lina doucement. Malgré tout, malgré les mariages et les enfants et les vies que nous avons construites autour de notre vérité enterrée, nous trouvions des moyens. Des voyages de course à Albuquerque, qui étaient vraiment des nuits dans des motels bon marché. Des retraites spirituelles dans les monastères qui étaient vraiment des cabanes louées dans les montagnes. Thomas voyageait beaucoup pour affaires, et ton grand-père aussi. Nous avons appris à voler des moments. Ton mari n'a jamais soupçonné? Ai-je demandé, fascinée et horrifiée. À parts égales. Thomas était un bonhomme, maman, a dit Lina pensivement. Gentil, généreux. Il ne m'a jamais fait de mal. Je crois qu'il savait peut-être, à un certain niveau. Il ne posait jamais de questions sur pourquoi je préférais dormir dans des chambres séparées, pourquoi je ne semblais jamais enthousiaste au lit. Il m'a donné une liberté que beaucoup d'hommes de sa génération n'accordaient pas à leurs épouses. Mais nous n'en avons jamais parlé. Nous n'avons jamais dit les mots à voix haute. Elle est restée silencieuse un moment, perdue dans ses souvenirs. Tu le regrettes? Ma propre question m'a surprise. J'ai regret de sa compagnie, a admis Lina. Nous avons vécu ensemble 43 ans. Nous avons élevé des enfants ensemble. Nous avons partagé une vie, même si ce n'était pas la vie que mon cœur désirait. Oui, je le regrette, mais je ne l'ai jamais aimé comme j'ai aimé ta grand-mère. Jamais je n'aurais pu. J'ai ramassé une des lettres les plus récentes, datée seulement 6 mois avant la mort de ma grand-mère. L'écriture tremblait avec l'âge, mais les mots étaient aussi passionnés que ceux des lettres de 50 ans auparavant. Jusqu'à quand ça a continué? Ai-je demandé, bien que je connusse déjà la réponse. Jusqu'au dernier jour, a dit Lina, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. J'étais avec elle quand elle était morte, tu sais. Ta mère était à Albuquerque, ta famille dispersée. Mais j'étais là. Je l'ai tenue pendant que son cœur s'arrêtait. Les derniers mots qu'elle a dits étaient « Je t'aime, Catalina ». Et j'ai pu le lui dire en retour. Après 55 ans, à nous voler des « je t'aime » en chuchotements et lettres cachées, enfin je pouvais le lui dire pendant qu'elle mourait. Le sanglot qui est sorti d'elle était déchirant, des décennies de douleur compressées en un seul son. Je me suis approchée d'elle instinctivement, l'entourant de mes bras de la même façon qu'elle m'avait soutenue plus tôt ce jour-là. Nous nous sommes enlacés sur le sol poussiéreux du grenier, 2 femmes queer, séparées par 4 décennies, mais unies par l'héritage d'amour que ma grand-mère avait laissé derrière elle. Quand enfin nous nous sommes séparés, Lina s'est essuyé les yeux et m'a regardée avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer complètement. Il y avait de la vulnérabilité là. Oui, mais aussi autre chose.
une intensité qui m'a soudainement rendue consciente de la proximité, de comment sa main reposait sur mon genou, de la chaleur de son corps contre le mien. Tu lui ressembles tant, a-t-elle murmuré, ses yeux parcourant mon visage. Les mêmes yeux, la même bouche, ce petit creux quand tu souris. C'est comme si elle était revenue vers moi. Quelque chose dans sa voix, dans la façon dont elle me regardait, a envoyé un frisson le long de ma colonne vertébrale qui n'avait rien à voir avec l'air froid du grenier. Je me suis légèrement écartée, mal à l'aise avec la direction de mes propres pensées. C'était Lina, l'amante de ma grand-mère, une femme de 40 ans, mon aînée. Pourquoi mon cœur battait-il plus vite? Pourquoi remarquai-je la courbe de sa bouche, la force de ses mains tachées d'argile? Je dois te demander quelque chose, ai-je dit rapidement, essayant de briser la tension que je sentais grandir entre nous. Je curate une exposition au Museum of International Folk Art, art et identité queer dans le sud-ouest historique. J'ai fait face à tant de résistance, Lina, des gens disant que les personnes queer n'existaient évidemment pas ici, que c'est toute invention moderne, que j'essaie de réécrire l'histoire. J'ai fait une pause, regardant les lettres et photos éparpillées autour de nous. Ce matériel, c'est exactement ce dont l'exposition a besoin. C'est une preuve historique, réelle, d'amour lesbien, sur 5 décennies dans cette communauté. Ça pourrait changer complètement le récit. Ça pourrait donner une voix à toutes les femmes, comme ma grand-mère et toi, qui ont été forcées au silence. J'ai vu la peur revenir s'installer dans les yeux de Lina. Elle s'est levée brusquement, s'éloignant de moi. Non, a-t-elle dit fermement. Absolument pas. J'ai promis à Evangelina que tu brûlerais tout ça, ai-je interrompu, me levant aussi. Mais Lina, est-ce vraiment ce qu'elle aurait voulu? Ou était-ce juste ce que la peur lui a fait demander? Tu n'as pas le droit, a commencé Lina, sa voix s'élevant. J'ai tous les droits. Ma propre voix égalait la sienne en volume. C'était ma grand-mère. C'est aussi mon histoire familiale. Et plus que ça, c'est une histoire qui doit être racontée. Combien de jeunes femmes queer à Santa Fe grandissent en pensant qu'elles sont seules, qu'il n'y a jamais eu personne comme elle ici. J'en étais une. Et tu exposerais le secret le plus intime de ta grand-mère, la chose qui l'a terrorisée toute sa vie, juste pour prouver un point académique? La voix de Lina était coupante comme du verre. Ce n'est pas juste un point académique, ai-je crié, frustrée. C'est sur la visibilité, la justice, s'assurer que des femmes comme toi et ma grand-mère ne soient pas effacées de l'histoire, juste parce qu'elles ont dû se cacher pour survivre. Nous nous sommes regardés fixement, aucune ne cédant du terrain. La tension entre nous était électrique maintenant, chargée de rage et de douleur et de quelque chose d'autre qu'aucune ne voulait nommer. J'ai besoin de réfléchir, a dit Lina enfin, sa voix épuisée. C'est trop. Tout est trop. Elle a commencé à descendre l'escalier, mais s'est arrêtée à mi-chemin. Sans se retourner vers moi, elle a dit « Je viendrai demain. Nous devons en parler plus. Mais Sophia, si tu respectes quelque chose de la mémoire de ta grand-mère, s'il te plaît, ne prends aucune décision précipitée sur ces matériaux. » Puis elle est partie, me laissant seule dans le grenier avec les fantômes d'un amour qui avait survécu à un demi-siècle de silence forcé. J'ai passé le reste de la nuit à examiner chaque lettre, chaque photo, chaque fragment de preuve de l'amour de ma grand-mère et Lina. Il était passé minuit quand j'ai enfin descendu, les yeux brûlants de fatigue et de larmes. J'avais apporté le coffre entier dans mon ancienne chambre, incapable de le laisser, dans le grenier où Lina pourrait revenir et le détruire. Je me suis couchée dans mon lit d'enfance, regardant le plafond, mon esprit tournant en rond. L'exposition du musée ouvrait dans 3 mois. J'avais déjà de l'art, des photos, des documents, d'autres archives. Mais rien d'aussi puissant, d'aussi intime, d'aussi dévastateurement réel que ce que j'avais trouvé ce soir. Avais-je le droit de l'utiliser? Était-ce honorer la mémoire de ma grand-mère ou la trahir? Et qu'est-ce que ça signifiait pour Lina, la forcer à sortir du placard publiquement, à 68 ans, après une vie entière cachée? Mais je pensais aussi à la fille de 16 ans que j'avais été, me sentant brisée et seule dans cette même chambre, convaincue que personne comme moi n'avait jamais existé à Santa Fe. Si j'avais su alors pour ma grand-mère, pour son amour avec Lina, ça aurait fait une différence. M'aurais-je senti moins seule? Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un message de mon directeur de thèse, à Berkeley. « Comment ça va? Tu pourras revenir pour les cours de lundi ?» J'ai regardé le message longtemps avant de répondre. J'ai besoin de plus de temps. J'ai trouvé quelque chose d'important. Je n'avais aucune idée de combien de temps exactement j'en aurais besoin, ou ce que je ferais finalement avec ce que j'avais trouvé. Mais je savais que je ne pouvais pas partir encore. Il y avait trop d'inachevés, trop de questions sans réponse. Et si j'étais honnête avec moi-même, ce n'était pas seulement sur l'exposition ou l'héritage de ma grand-mère. C'était sur Lina, sur la façon dont elle m'avait regardée dans le grenier, la façon dont mon corps avait répondu à sa proximité, la façon dont je ne pouvais pas arrêter de penser à ses mains tachées d'argile
et à ce que ça ferait contre ma peau. C'était de la folie. Elle avait 68 ans. Elle avait aimé ma grand-mère. C'était la pire complication possible dans une situation déjà impossiblement compliquée. Mais tandis que je gisais dans l'obscurité, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la revoir demain, en apprendre plus sur elle, comprendre non seulement l'amour qu'elle avait partagé avec ma grand-mère, mais qui était Lina en elle-même. Je me suis endormie avec ces pensées, ignorant que les jours suivants me forceraient à confronter Dessier. Désir que je ne savais même pas avoir et que la ligne entre honorer le passé et vivre mon présent deviendrait de plus en plus floue jusqu'à ce que je ne puisse plus les distinguer. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien est très important pour nous. Je me suis réveillée avec le soleil du matin filtrant à travers les rideaux en dentelle de mon ancienne chambre. Pendant un moment, désorientée entre sommeil et veille, j'ai oublié où j'étais. Puis tout est revenu comme une avalanche. Ma grand-mère morte, le coffre dans le grenier, Lina et son histoire dévastatrice, et cette tension inexplicable que j'avais sentie entre nous, qui n'aurait pas dû exister, mais persistait dans mon esprit comme une mélodie que je ne pouvais oublier. Je me suis douchée rapidement, laissant l'eau chaude soulager la tension de mes muscles, mais pas celle de mes pensées. Je me suis habillée avec soin. Jean sombre, une blouse en lin couleur terracotta, que je savais me flatter, mes bottes en cuir préférées. Je me suis arrêtée devant le miroir, surprise par ma propre vanité. Pourquoi ça m'importait comment je paraissais? Pour qui me faisais-je belle? Je ne voulais pas répondre à cette question. Je suis descendue à la cuisine et j'ai trouvé du café frais déjà préparé et une note sur la table écrite de l'écriture angulaire de Lina. Je suis arrivée tôt, je suis au jardin. Elle. Je l'ai trouvée parmi les rosiers de la cour arrière, avec des gants de jardinage tachés, taillant les rosiers grimpants que ma grand-mère avait cultivés pendant des décennies. Elle portait des jeans usés et une chemise de travail en dénime, ses cheveux argentés brillant sous le soleil d'octobre. Il y avait quelque chose de profondément attirant dans la façon dont elle travaillait, avec des mouvements sûrs et efficaces, complètement absorbés par la tâche. « Bonjour », ai-je dit doucement pour ne pas l'effrayer. Elle s'est retournée, et pendant un moment, avant qu'elle recompose son expression, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a coupé le souffle. Désir brut, indéniable, avant qu'elle ne l'enterre sous des couches de convenance et de distance appropriées. « Bonjour », a-t-elle répondu, sa voix soigneusement neutre. Je me suis dit que les roses avaient besoin d'attention. Evangelina les aimait tant. Je me suis approchée, respirant le parfum doux et épicé des dernières roses de la saison. Merci de t'en occuper, de t'occuper de tout ça. Lina a hoché la tête, reportant son attention sur les roses. Ta mère a appelé ce matin. Mon estomac s'est noué. Et elle veut que tu accélères le nettoyage. Elle dit que les acheteurs sont impatients. Elle a fait une pause, ses ciseaux suspendus au-dessus d'une branche. Elle a aussi demandé si j'étais intéressée à vendre ma maison. Apparemment, ils ont un promoteur qui... Il veut acheter les 2 propriétés pour un projet de condo de luxe. La rage a brûlé dans ma poitrine. Bien sûr que ma mère voudrait ça. Effacer toutes les traces de ma grand-mère, transformer sa maison en investissement immobilier et en passant se débarrasser de Lina, dont la présence constante dans nos vies avait toujours été un rappel inconfortable de quelque chose que personne ne pouvait nommer, mais que tous sentaient. « Tu n'es pas obligé de vendre », ai-je dit férocement. C'est ta maison. Je sais. Ses mains se sont arrêtées et elle a regardé vers la maison d'adobe qu'elle avait partagée avec Thomas, visible à travers les arbres. Mais parfois je me demande quel sens ça a de m'y accrocher. Elle est pleine de fantômes. Thomas, la vie que j'ai dû vivre, tous les mensonges. Elle s'est tournée vers moi. Et maintenant, avec Evangelina partie, qu'est-ce qui me reste ici? Ton art, ai-je dit immédiatement. Ton atelier, ton travail. Je peux faire de la céramique n'importe où. Sa voix était fatiguée, vaincue d'une façon que je n'avais jamais entendue chez elle. « Tu fuirais ?» Je n'ai pas pu garder l'accusation hors de mon ton. « Après tout ce que tu as vécu pour rester ici ?» Ses yeux se sont allumés. « Ne me juge pas, Sophia. Tu t'es enfuie en Californie à 18 ans et tu n'as jamais regardé en arrière. Certaines d'entre nous n'ont pas eu cette option. » Elle avait raison et ça faisait mal. J'avais fui, j'avais construit ma vie loin de Santa Fe, j'étais revenue seulement quand on m'y avait forcé. Qui étais-je pour juger ses décisions? Je suis désolée, ai-je murmuré. Tu as raison. Lina a soupiré, enlevant ses gants. Non, pardonne-moi, je suis de mauvaise humeur. Je n'ai pas dormi de la nuit, en pensant à notre conversation d'hier. Moi non plus. Nous nous sommes regardés et cette tension est revenue, bourdonnant dans l'air entre nous comme de l'électricité. Je me suis forcée à détourner le regard. Je dois aller au musée ce matin, ai-je dit rapidement. Réunion avec ma co-curatrice sur l'exposition. Tu veux venir avec moi? La surprise a traversé son visage. Pourquoi voudrais-je faire ça? Parce que je veux que tu vois ce que j'essaie de construire, que tu comprennes pourquoi c'est si important pour moi. J'ai fait une pause.
et parce que ton point de vue compte. Tu as vécu cette histoire. Tu mérites d'avoir ton mot à dire sur la façon dont elle est racontée. Lina m'a étudié pendant un long moment. Tu emmènes le coffre? Non, ai-je promis. Pas sans ta permission. Je veux juste que tu vois l'exposition, que tu rencontres Marisol, que tu comprennes le contexte. Enfin, elle a hoché la tête. D'accord, donne-moi 20 minutes pour me changer. Le Museum of International Folk Art s'étendait sur une colline, avec vue sur tout Santa Fe, ses murs d'adobe couleur miel brillant sous le soleil. J'y avais passé d'innombrables heures, adolescente, perdue parmi les collections d'art du monde entier, rêvant d'échapper vers ces endroits lointains et exotiques. Marisol Herrera, ma co-curatrice, nous attendait dans le hall. C'était une femme d'une quarantaine d'années, cheveux noirs, courts, avec des mèches argentées, style androgyne incluant gilet en dénime sur chemise à boutons, et une énergie électrique qui remplissait n'importe quelle pièce. Lesbienne ouvertement depuis les années 90, une rareté à Santa Fe, et elle avait traversé son propre enfer pour ça. Sophia, elle m'a enveloppée dans une étreinte qui sentait le café et l'huile de santal. Je suis tellement désolée pour ta grand-mère. C'était une femme extraordinaire. Merci, Marie. Je me suis séparée et j'ai indiqué Lina, qui était restée en arrière timidement. Voici Catalina Romero. C'était la meilleure amie de ma grand-mère. Lina, voici Marisol Herrera. La céramiste, a dit Marisol immédiatement, ses yeux s'illuminant. J'admire ton travail depuis des années. Tes pièces dans la collection permanente sont étonnantes. Lina a rougi légèrement, clairement mal à l'aise avec les compliments. Merci. C'est un honneur. Lina voulait voir comment avance l'exposition. Ai-je expliqué. Je me suis dit qu'on pourrait lui faire visiter l'espace. Marisol m'a regardé avec curiosité, détectant clairement un sous-texte, mais a hoché la tête avec enthousiasme. Bien sûr. Venez, je vous montre ce qu'on a monté jusqu'ici. Elle nous a guidés à travers les couloirs du musée, vers la galerie spéciale où notre exposition prendrait forme. Les murs étaient déjà peints d'une teinte terre profonde, et des panneaux temporaires divisèrent l'espace en sections thématiques. On commence par l'art des natifs Two-Spirit, a expliqué Marisol, indiquant des photos historiques et artefacts des tribus Pueblo, Navajo et Apache. Documentation du troisième genre et de la fluidité de genre dans les sociétés indigènes précoloniales. Lina s'est arrêtée devant une photo de 1890 d'une personne Zuni Two-Spirit, vêtue d'un mélange de vêtements masculins et féminins, regardant l'appareil avec une dignité farouche. « Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Toute ma vie au Nouveau-Mexique et je ne savais pas que ça existait ici. »« Exactement, ai-je dit avec passion. C'est précisément pourquoi cette exposition est si importante. Ils ont délibérément effacé ces histoires. Marisol a continué la visite, nous montrant des photos de mineurs queer à Madrid, Nouveau-Mexique, dans les années 40, des lettres d'amour entre cow-boys dans des ranchs isolés, de la documentation de la scène drague à Albuquerque dans les années 60, de l'art de la crise du sida à Santa Fe dans les années 80. Et ici, a dit Marisol nous menant à une section encore vide, on voulait dédier un espace aux histoires de femmes queer. Mais on a eu du mal à trouver du matériel de première main. Il y en a si peu de documentés, surtout des époques antérieures. Son regard s'est posé sur moi significativement. Clairement, je lui avais mentionné quelque chose sur ma recherche de matériel historique avant la mort de ma grand-mère. Lina était restée très immobile, regardant l'espace vide comme si elle pouvait y voir des fantômes. « Quel type d'histoire cherchez-vous » a-t-elle demandé enfin, sa voix à peine audible. Marisol s'est animée. « N'importe quoi. Lettres, journaux, photos, art, preuve que des femmes queer existaient et aimaient ici, malgré tout le silence forcé. On veut montrer qu'on n'était pas invisible, qu'on a toujours été là, que nos vies comptaient. » Et si les femmes dans ces histoires voulaient rester anonymes, Lina gardait les yeux fixés sur l'espace vide. Si elles n'ont jamais été prêtes à être visibles, même après morte, Marisol a considéré la question avec soin. Je comprends cette préoccupation. La vie privée est importante. On pourrait utiliser des pseudonymes, omettre des détails identifiables. Ce qui compte, ce ne sont pas les noms, mais les histoires, la preuve qu'on existait. Mais ça ne perd pas quelque chose alors ? A défié Lina. Ça ne devient pas abstrait, dépersonnalisé ? Comment honores-tu la vie de quelqu'un sans reconnaître qui elle était vraiment ? C'était une question que je me battais dans ma propre tête depuis que j'avais trouvé le coffre. Tu as raison, a admis Marisol. C'est un équilibre impossible. On veut honorer les personnes réelles qui ont vécu ces vies, mais on doit aussi respecter les raisons pour lesquelles elles ont choisi le silence. Elle a fait une pause, bien que parfois je me demande si elles l'ont choisi ou si on le leur a imposé. Et si on l'a imposé, avons-nous le devoir de le briser pour elle ? Lina s'est tournée vers moi alors, et ses yeux étaient pleins de larmes, non versées.
C'est ce que tu crois, que tu as le devoir d'exposer ce que ta grand-mère a passé sa vie à cacher? Marisol nous a regardés toutes les deux, se rendant clairement compte qu'elle était tombée sur quelque chose de profondément personnel. Je crois que ma grand-mère aurait voulu qu'autre femme ne souffre pas comme elle a souffert, ai-je dit lentement, choisissant mes mots avec soin. Je crois qu'elle aurait voulu que des jeunes filles comme moi, sachant qu'elles n'étaient pas seules, que des femmes comme elle avaient existé, aimé et survécu. Ou est-ce ce que tu veux croire parce que ça rend l'utilisation de son histoire pour ton projet académique noble plutôt qu'exploiteur? La voix de Lina était coupante. Ce n'est pas juste, ai-je commencé, mais elle m'a coupé. Pas juste? Tu es comme tous les autres, Sophia. Tu prends les histoires de femmes qui ne peuvent plus se défendre et tu les reformates pour qu'elles collent à ton récit. Elle était plus qu'une histoire queer tragique. C'était une personne complète, complexe, avec des peurs et des rêves et des contradictions. Et oui, nous nous aimions, mais elle était aussi épouse, mère, grand-mère. Tu réduis tout ça à un artefact dans ton exposition? Sa rage était palpable, remplissant l'espace de la galerie. Mais dessous, je sentais sa peur. Peur d'être exposée, que son histoire soit racontée sans son consentement, de perdre le contrôle sur la seule chose qu'elle avait pu contrôler toute sa vie, son secret. Lina, j'ai tendu la main vers elle, mais elle a reculé. J'ai besoin d'air. Et avant que je puisse l'arrêter, elle est sortie de la galerie, ses pas résonnant dans les couloirs vides du musée. Marisol a sifflé doucement. Ok, clairement il y a plus d'histoires ici que tu ne m'as dit. Je me suis laissé tomber sur un des bancs, de la galerie, soudain épuisé. J'ai trouvé des lettres, entre ma grand-mère et Lina. Elles ont été amantes pendant 55 ans, Marie, en secret, pendant qu'elles étaient toutes les deux mariées. C'est exactement le type de matériel dont on a besoin. Mais Lina, elle est encore vivante, a terminé Marisol. Et elle n'est jamais sortie du placard. Et ma grand-mère lui a fait promettre de détruire toutes les preuves quand elle mourrait. Merde. Marisol s'est assise à côté de moi. C'est un vrai dilemme éthique, Sophia. Je sais. Je me suis frotté le visage avec les deux mains. Et il y a plus. Je crois que je développe des sentiments pour Lina. Marisol est restée silencieuse un moment. Des sentiments comme je ne peux pas arrêter de penser à elle, comme quand elle est près de moi, mon cœur bat plus vite, comme la façon dont elle m'a regardée hier, et moi, je me suis arrêtée, embarrassée. C'est ridicule. Elle a 68 ans. Elle a aimé ma grand-mère. C'est la pire idée possible. Ou la plus logique, a dit Marisol pensivement. Tu traites la mort de ta grand-mère, tu découvres sa vraie histoire. Et Lina est la seule connexion vivante à cet amour. Bien sûr que tu te sens attiré par elle. C'est intime, intense, compliqué. Tu crois que c'est juste ça? Transfert ou quelque chose comme ça? Marisol m'a regardée avec ses yeux perçants qui voyaient toujours trop. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Je n'ai pas su quoi répondre. Parce que si j'étais honnête avec moi-même, la façon dont je me sentais autour de Lina ne ressemblait à rien de ce que j'avais expérimenté avant. Ce n'était pas juste de l'admiration pour l'amour tragique de ma grand-mère, ou de la curiosité académique, ou même du deuil se manifestant bizarrement. C'était du désir réel, profond, terrifiant. Je dois la trouver, ai-je dit enfin, me levant. Je l'ai trouvée dans le jardin de sculpture du musée, assise sur un banc sous un peuplier qui avait déjà perdu la plupart de ses feuilles. Sa tête était inclinée, ses épaules voûtées, et elle semblait soudain fragile d'une façon qui m'a brisé le cœur. Je me suis assise à côté d'elle en silence. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé, nous partageant simplement l'espace et l'air froid d'octobre. Thomas savait, a dit enfin Lina, sa voix si douce que j'ai failli la perdre. Nous n'avons jamais dit les mots, mais il savait. Une fois, peut-être 10 ans dans notre mariage, il m'a trouvée en train de pleurer après un week-end passé avec Evangelina. Il m'a pris la main et a dit « C'est ok d'aimer quelqu'un d'autre, seulement ne me quitte pas officiellement, ne m'humilie pas publiquement. » Et c'était tout. Nous n'en avons jamais reparlé. J'ai dégluti avec difficulté. Ça devait être compliqué. C'était un cadeau, a dit Lina simplement. À cette époque, en cet endroit, c'était le plus grand cadeau que quelqu'un pouvait me faire. Liberté dans la prison. Elle s'est tournée vers moi. Nous avons eu 3 enfants ensemble, tu sais, 2 filles et un fils. Je les aime. Ce sont de bonnes personnes, mais aucun d'eux ne sait pour Evangelina, pour qui je suis vraiment. Si tu publies ces lettres, si tu racontes notre histoire, tu les perdrais, ai-je terminé pour elle. Peut-être. Sa voix a tremblé. Ou peut-être qu'ils me surprendront. Mais j'ai 68 ans, Sophia. J'ai vécu toute ma vie d'une certaine manière. L'idée de changer maintenant, d'être visible soudainement quand j'ai été invisible si longtemps, ça me terrifie. J'ai pris sa main sans y penser, entrelaçant mes doigts avec les siens. Ses mains étaient un petit plus grandes que les miennes, fortes et calleuses des années de travail avec l'argile. Elle se sentait
parfaitement dans les miennes. Tu n'as pas à décider maintenant, ai-je dit doucement, et je promets, que je ne ferai rien avec ces matériaux sans ta permission. Ils sont à toi autant qu'ils étaient à ma grand-mère. Lina a serré ma main, ses yeux cherchant les miens. Pourquoi es-tu si gentille avec moi? Parce que je me suis arrêtée, incertaine de comment articuler les sentiments complexes qui bouillonnaient dans ma poitrine. Parce que tu l'as aimé, parce que tu l'aimes encore, et parce que je crois que tu mérites d'être vue, que ton histoire compte. Mon histoire? A-t-elle demandé doucement. Ou l'histoire de ma relation avec Evangelina? C'était une distinction importante, je m'en suis rendu compte. Toute ma vie, j'avais vu Lina seulement en relation avec ma grand-mère. Je ne l'avais jamais considérée comme une personne complète, en elle-même, avec sa propre vie intérieure, ses propres rêves et peurs. Ton histoire, Froquet, ai-je dit fermement. Qui tu es, ce que tu as créé, comment tu as survécu. Pas seulement comme l'amante de ma grand-mère, mais comme Catalina Romero, artiste, femme, survivante. Quelque chose a changé dans son expression. La dureté s'est adoucie, la distance s'est refermée. Soudain, nous n'étions que deux femmes assises ensemble sous un peuplier, main dans la main, nous regardant dans les yeux, avec une compréhension qui allait au-delà des mots. « Tu viendrais à mon atelier » a-t-elle demandé impulsivement. « Je veux te montrer mon travail, mon vrai travail, les pièces que je ne montre à personne. » Mon cœur a bondi. « J'adorerais. » Nous nous sommes levés ensemble, toujours main dans la main, et nous avons marché vers le parking, et pendant que nous le faisions, je me suis rendu compte que quelque chose de fondamental avait changé entre nous. Nous n'étions plus seulement la petite fille d'Evangelina et l'amante d'Evangelina. Nous devenions quelque chose de propre, de nouveau et terrifiant, et plein de possibilités que aucune de nous n'était prête à nommer encore, mais que nous pouvions toutes les deux sentir, bourdonnant dans l'air entre nous, comme promesses et menaces à parts égales. L'atelier de Lina occupait ce qui avait été une grange convertie derrière sa maison, avec des murs d'adobe et des poutres exposées, de grandes fenêtres laissant entrer la lumière du nord, parfaite pour travailler. L'espace sentait l'argile humide, les émaux chimiques et la fumée de pain de la petite cheminée à bois dans le coin. Il y avait un tour de potier au centre, des étagères pleines de pièces à divers stades de finition, et un grand four contre le mur du fond. Mais ce n'est pas l'équipement qui a capturé mon attention. C'étaient les pièces elles-mêmes. Dans les galeries et boutiques de Santa Fe, le travail de Lina était connu pour son élégance contenue, vases inspirés de formes pueblo, mais avec une sensibilité contemporaine, émaux en tonnerre sophistiqués, lignes propres et minimalistes. Beau, certainement, mais sûr. Approprié. Le type de céramique que des collectionneurs riches achetaient pour leur maison d'adobe à millions de dollars. Mais ici, dans cet espace privé, il y avait des pièces complètement différentes. Sculptures de corps féminins, explicites dans leur sensualité, courbes évoquant seins, hanches, cuisses, certaines abstraites, d'autres inquiétamment réalistes, toutes indiscutablement érotiques. Mon Dieu, ai-je murmuré, marchant lentement parmi les pièces. Lina, celles-ci sont extraordinaires. Il y avait une grande sculpture de ce qui était clairement deux corps féminins enlacés, si fusionnés, qu'il était impossible de distinguer où l'un finissait et l'autre commençait. J'ai tendu la main pour la toucher, m'arrêtant juste avant le contact. L'odeur de pain brûlé m'a frappée dès que j'ai franchi le seuil de la maison de ma grand-mère. Cette odeur que j'associais toujours aux hivers à Santa Fe, au chocolat chaud et aux tortillas fraîches, ne me rappelait plus qu'elle n'était plus là pour allumer la cheminée. Mes doigts ont tremblé en fermant la lourde porte en bois sculptée derrière moi, et pendant un moment, je suis restée paralysée dans l'entrée, regardant les murs d'adobé ocre qui gardaient des décennies de secrets que j'ignorais encore. Il s'était écoulé 3 ans depuis ma dernière visite. 3 ans à éviter de revenir dans cet endroit où j'avais grandi et dont j'avais fui si désespérément à 18 ans. Maintenant, à 28 ans, avec un doctorat à moitié terminé à Berkeley et une vie soigneusement construite loin d'ici, je me sentais comme une étrangère dans la maison où j'avais passé tous mes étés d'enfance. Maman m'avait appelée une semaine plus tôt. « Ta grand-mère est morte, Sophia. Crise cardiaque. C'était rapide. » Sa voix était froide, accusatrice, comme si d'une certaine manière mon absence avait causé la mort de la grand-mère Evangelina. Peut-être avait-elle raison. Peut-être si j'étais venue plus souvent, si je n'avais pas été si occupée par mes recherches sur l'art colonial, par ma vie queer à San Francisco, par tout ce qui me tenait éloignée de Santa Fe et de ses attentes étouffantes. J'ai posé ma valise près de la porte, et je suis lentement allée vers le salon. Tout était exactement comme dans mes souvenirs, les niches dans les murs d'adobé, avec leurs seins coloniaux,
La collection de céramique Pueblo de ma grand-mère dans l'étagère ancienne, les poutres de bois, sombres au plafond, les textiles Navajo suspendus comme des tapisseries. Mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose que j'ai mis un moment à identifier. Des fleurs fraîches, des bouquets de lavande et de tournesols sauvages dans chaque pièce, clairement coupés récemment. Je me suis dit que tu voudrais que la maison paraisse vivante à ton arrivée. Je me suis retournée brusquement. Lina était sur le seuil de la cuisine, essuyant ses mains sur un torchon de cuisine brodé. Catalina Romero, la meilleure amie de ma grand-mère, la femme qui avait toujours été présente à tous les anniversaires, toutes les célébrations, tous les moments importants de mon enfance, et pourtant restait une figure énigmatique aux marges de ma mémoire. À ses 68 ans, Lina possédait une beauté érodée par le temps qui était plus touchante que n'importe quelle jeunesse. Ses cheveux complètement argentés brillaient sous la lumière entrant par les fenêtres, coupés en un bob simple qui encadrait un visage aux pommettes hautes et aux yeux verts hazel qui semblaient voir directement à travers toutes mes défenses. Elle était habillée comme toujours, pantalon de coton beige, chemise à boutons bleu clair et ses mains grandes et fortes, tachées de façon permanente par l'argile de son travail de céramiste, qui maintenant tordèrent le torchon avec une nervosité que je n'avais jamais vue chez elle. Lina. Ma voix est sortie brisée. Soudain, toute la composure que j'avais maintenue pendant le vol depuis la Californie, pendant le trajet en voiture depuis Albuquerque, s'est effondrée. Les larmes ont jailli chaudes et rapides, et avant que je ne puisse m'arrêter, je sanglotais comme une enfant. Elle a franchi la distance entre nous, en 3 enjambées, et m'a enveloppée dans ses bras. Elle sentait l'argile humide et la lavande, exactement comme toujours. Son étreinte était ferme, forte, et je me suis accrochée à elle comme si c'était la seule chose solide dans un monde devenu liquide et instable. « Je sais, Mija, a-t-elle murmuré contre mes cheveux. « Je sais. » Nous sommes restés ainsi ce qui a semblé des heures, mais qui n'était probablement que des minutes. Quand enfin je me suis séparée, essuyant maladroitement mes larmes avec le dos de la main, je me suis rendu compte que Lina avait aussi pleuré. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues burinées, et il y avait quelque chose dans son expression, une dévastation si profonde, qui m'a fait me demander si elle comprenait vraiment la relation qu'elle avait eue avec ma grand-mère. « J'ai fait du café, » a-t-elle dit enfin, sa voix rauque. « Et il y a des biscochos. Je sais que tu n'as rien mangé de la journée. » Elle avait raison, comme toujours. Elle m'a guidée vers la cuisine, où effectivement il y avait une cafetière en émail, bleue sur le poêle à gaz, et un plat couvert des biscochos que ma grand-mère faisait, ces biscuits à l'anis qui fondaient en bouche. Je me suis assise sur l'une des chaises en bois à la table de la cuisine, la même où j'avais fait mes devoirs enfant, où j'avais eu des conversations chuchotées avec grand-mère sur mon premier amour, une fille, ce que grand-mère avait reçu avec un silence pensif plutôt qu'avec le rejet que j'attendais. Lina a servi le café dans des tasses en céramique que j'ai reconnues comme son propre travail, des pièces magnifiques avec des glaçures en ton terre et des formes organiques qui m'avaient toujours semblé vaguement sensuelles, bien que je n'ai jamais su exactement pourquoi. Elle m'en a passé une et s'est assise en face de moi, ses mains enveloppant sa propre tasse comme si elle avait besoin de la chaleur, malgré le soleil d'octobre entrant par la fenêtre. « Ta mère veut que tu nettoies la maison rapidement, » a dit Lina après un long silence. Elle dit qu'elle a des acheteurs intéressés. L'amertume dans sa voix m'a surprise. Lina avait toujours été la femme sereine, la présence calme qui équilibrait le tempérament plus dramatique de ma grand-mère. Maintenant, il y avait quelque chose de tranchant dans son ton, quelque chose qui parlait de douleur et de rage contenue. « Maman a toujours été pratique, » ai-je répondu, incapable de cacher mon propre ressentiment. Ma mère n'avait jamais compris pourquoi sa mère, ma grand-mère, avait gardé cette grande maison longtemps après la mort de grand-père, longtemps après que cela ait eu du sens pratique. Je suppose qu'à ses yeux, ce n'est qu'une propriété. Pour ta grand-mère, c'était beaucoup plus que ça. Lina m'a regardé directement, et il y avait quelque chose dans ses yeux verts hazel, une intensité qui m'a fait me sentir exposée. Cette maison gardait sa vraie vie, Sophia, la vie qu'elle n'a jamais pu vivre ouvertement. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire à ce moment-là, mais ses paroles sont restées avec moi, suspendues dans l'air, chargées de la cuisine comme la fumée du pain. Nous avons passé le reste de l'après-midi dans un silence relativement confortable, buvant du café, grignotant des biscochos qui avaient le goût de souvenirs. Lina m'a raconté l'enterrement que j'avais manqué, comment toute la communauté était venue rendre hommage, comment le père Miguel avait donné un homélie magnifique. Elle n'a pas mentionné que je n'y étais pas, mais l'absence de cette accusation faisait plus mal que si elle l'avait verbalisée. Quand le soleil a commencé à se coucher, teintant les murs d'adobe de rose et d'or, Lina s'est levée pour partir. « Je viendrai demain pour t'aider à commencer à trier », a-t-elle dit, mais elle a hésité à la porte, elle s'est retournée vers moi, et pendant un moment,
On aurait dit qu'elle allait dire quelque chose d'important, quelque chose qui changerait tout. Mais finalement, elle a seulement ajouté: Ta grand-mère t'aimait beaucoup, Sophia. Je veux que tu le saches. Malgré tout, malgré la distance, elle t'a toujours aimé. Je sais, ai-je murmuré, bien que je n'en fusse pas vraiment sûre. Après son départ, j'ai erré dans la maison comme un fantôme. Chaque pièce était saturée de la présence de ma grand-mère. Son fauteuil de lecture préféré près de la fenêtre, sa collection de livres sur l'art sacré colonial, ses rebozo suspendus au porte-manteau. Dans sa chambre, le lit était fait avec une précision militaire, la courte pointe patchwork qu'elle avait cousue elle-même étendue sans un pli. Son parfum flottait encore dans l'air, cette odeur de gardénia et quelque chose de plus profond, de plus terrestre.